Michel, on va parler de l'école. Une question comme ça que j'ai, est-ce qu'on doit informer l'école d'un diagnostic de Tourette? Pas nécessairement. Je pense que c'est au cas par cas, dans le fond, qu'il faut regarder pour chaque enfant l'impact des tics, l'impact fonctionnel, des fois l'impact affectif. Mais pour beaucoup d'enfants au primaire particulièrement, les tics sont tellement légers que l'enfant fonctionne très bien. Les petits camarades ne s'en aperçoivent pas nécessairement. Donc, dans ce temps-là, c'est peut-être pas nécessaire d'informer l'école. Quoique, si le parent veut le faire, ça peut aussi aider les intervenants peut-être à cibler des interventions. Mais je dirais qu'il faut peut-être préparer l'enfant à se faire poser des questions par ailleurs. Parce que les tics, évidemment, c'est assez manifeste dans certaines situations. L'enfant risque de se faire demander par des petits camarades ou par même des adultes pourquoi tu fais ça. Alors, je pense qu'il faut l'aider peut-être à la maison à préparer des réponses, peut-être des réponses un petit peu toutes faites, mais qui vont lui permettre d'expliquer que c'est involontaire, que c'est pas de sa faute, puis qu'il n'arrive pas toujours à le contrôler. Moi, je pense que c'est peut-être la clé à utiliser pour éviter que ça soit trop stigmatisant. Mais sinon... pas nécessairement obligé d'en parler à l'école. Pas nécessairement. Mais que l'enfant sache d'une part ce qui lui arrive. Oui, tout à fait. Soit capable d'en parler puis d'informer parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, plus on informe, plus on démystifie aussi la chose. Définitivement, exactement. Puis, je pense que pour beaucoup d'enfants, le fait de bien comprendre son syndrome, les réponses vont être, je pense, encore plus simple pour lui à adresser à ses camarades. Puis, rapidement, les autres enfants ne tiendront même plus compte de ces petites manifestations-là. Mais je pense qu'il faut le préparer quand même à ce genre de questions-là, parce qu'on ne veut pas que l'enfant se positionne en bas âge dans un statut de victime. Non, surtout pas. Fait que s'il est capable de répondre assez rapidement, c'est quoi un tic, pourquoi j'ai ça, je ne suis pas capable de le contrôler, je pense que ça va apaiser beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des besoins spécifiques à l'école, qui sont adaptés justement dans les écoles pour ça? Oui, mais je dirais que dans la majorité, il n'y a pas nécessairement besoin, par exemple, d'un plan d'intervention. Encore là, c'est au cas par cas. On regarde un petit peu l'impact fonctionnel des tics. Puis pour certains enfants, oui, il y a peut-être lieu de mettre en place des mesures plus spécifiques pour que les tics, entravent pas le fonctionnement au niveau pédagogique, au niveau même social, mais ça s'inscrit pas toujours dans un plan d'intervention très précis. En fait, dans beaucoup de cas, on sait que le syndrome Tourette est souvent associé à d'autres problématiques. Comme le TDAH, l'anxiété, le TOC aussi. Oui, puis beaucoup d'impulsivité dans certains cas. Puis je pense que c'est souvent ces problématiques-là qui, finalement, causent des problèmes au niveau du comportement, au niveau du fonctionnement. Alors, je pense que souvent, les mesures à mettre en place, ça s'adresse plus aux problématiques associées qu'au syndrome Tourette comme tel. Ceci dit, dans certains cas, par exemple, les enfants anxieux, l'anxiété va avoir un impact sur les tics. Fait que des fois, on peut aider l'école, justement, à mettre en place des mesures toutes simples pour que l'enfant soit moins anxieux, par exemple, lors d'un examen. Ça peut être juste lui permettre de le faire peut-être à l'extérieur de la classe ou lui donner des possibilités de sortir de la classe s'il n'est plus en contrôle de ses tics. Alors, c'est des petites mesures qu'on peut mettre en place. Mais encore là, il y a beaucoup d'intervenants qui le font de façon quasi... Spontanée. Oui, spontanée. Ça ne s'inscrit pas dans un plan d'intervention spécifique comme tel. Vous, Michel, vous êtes psychoéducateur, donc votre rôle, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, évidemment, quand je reçois les patients ici, c'est un petit peu d'évaluer l'impact fonctionnel puis l'impact affectif des tics sur l'enfant, sur le développement de l'enfant. Puis à partir de ce moment-là, essayer de trouver des stratégies avec l'équipe scolaire, avec les parents, pour que le développement de l'enfant se fasse de la façon la plus normalisante possible. Parce que même si un enfant a des tics, l'enfant n'est pas un syndrome Tourette. Hein? Il y a un syndrome, mais il ne doit pas se définir par son syndrome. Moi, j'essaie de voir avec les parents, les intervenants, à ce que toutes les phases du développement se fassent le mieux possible. Un enfant a souvent plein de force, plein je dirais, de capacités, mais parfois on focus trop sur le syndrome Tourette, puis on en oublie que l'enfant, en dépit de ses tics, c'est peut-être un très grand sportif, c'est peut-être quelqu'un qui a des talents au niveau artistique, c'est peut-être un enfant qui a une grande autonomie.
Fait qu'il faut mettre ça à l'avant-plan Oui. et non focusser juste sur les tics comme tels. Fait que moi, j'essaie de voir à rétablir peut-être un équilibre dans ce sens-là. Des fois, aider les parents à avoir les forces, à avoir les capacités de leur enfant, puis aider les intervenants scolaires aussi à mettre à l'avant-plan le positif puis les forces de l'enfant. Et non regarder juste, bien, justement, l'impact plus négatif des tics. Est-ce que c'est possible qu'un enfant ait un développement tout à fait normal, intègre des classes tout à fait normales et réussisse comme un autre enfant? Tout à fait. Puis moi, je vous dirais que c'est même étonnant comment certains enfants, on dirait peut-être plus résilients, apprennent à vivre avec cette différence qui n'est pas toujours, on s'entend, drôle à porter, mais ce sont des enfants qui souvent peuvent devenir de grands sportifs. C'est des enfants qui peuvent aussi avoir un réseau social extrêmement développé en dépit des tics. Mais je pense que ça part de l'acceptation en bas âge, ça part des reflets que les adultes vont lui faire, des reflets positifs. Donc, si on l'aide à se construire en dépit des tics, en dépit de ce que ça veut dire au quotidien, ces enfants-là vont vivre des succès, vont être capables de s'impliquer dans toutes sortes d'activités, puis vivre des enjeux normaux de l'enfance et de l'adolescence. Justement, on parle beaucoup ces dernières années de l'intimidation, tout ça. Est-ce qu'il y a plus d'intimidation chez les enfants qui sont atteints de ce syndrome de Tourette? Bien, moi, dans ma pratique, je vous dirais que non. Il n'y en a pas plus, particulièrement au primaire où c'est quasi inexistant. Les patients qui sont plus d'âge de l'adolescence, certains sont un petit peu parfois victimes de railleries, mais rapidement on voit que c'est la méconnaissance du syndrome qui amène des camarades des fois à peut-être faire des blagues. Mais en termes d'intimidation, je pense qu'il n'y en a pas plus que dans une population normale. Puis moi, souvent, je m'assure de ça aussi parce qu'on sait que ce sont des enfants qui sont peut-être plus vulnérables s'ils sont pas, je dirais, assez préparés à recevoir toutes sortes de commentaires. Mais non, de façon générale, c'est très rare qu'un enfant va me dire « je suis victime d'intimidation, on n'arrête pas de faire des blagues sur mon compte ». C'est excessivement rare. Parce que j'imagine que ça doit être une des peurs des parents aussi, hein? Tout à fait. Surtout si les tics sont vraiment très présents, que ce soit vocal ou moteur. Oui. Bien, je pense que c'est ça. D'où l'importance, dès le plus jeune âge, si notre enfant a des tics, de le préparer déjà à bien comprendre son syndrome, mais à avoir des réponses qui vont peut-être satisfaire la curiosité des gens autour de lui. Puis désarçonner les gens aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que si le questionnement des autres nous amène dans un état par exemple, de détresse, puis qu'on ne sait plus quoi répondre, puis qu'on a peur de faire rire de soi, c'est sûr que ça part mal. Hein? On risque d'être victime peut-être dans les prochaines années, mais si on est capable déjà de répondre vraiment sur le champ, bien, c'est involontaire, puis moi, je ne peux pas toujours le contrôler. Ça ne donne pas tant de marge de manœuvre pour des camarades qui auraient des intentions un petit peu blessantes. Oui. Là. Et ces enfants et ces adolescents que vous suivez, est-ce que c'est sur une longue période ou comment ça fonctionne? On n'appelle pas ça plan d'intervention, mais c'est un petit peu ça quand même. Oui, bien ici, le suivi dans le contexte de la clinique Tourette, je vous dirais que c'est plus une amorce des fois d'intervention. Moi, je vois plus mon rôle dans un rôle de liaison avec l'équipe scolaire pour mettre en place des stratégies des fois peut-être un petit peu plus fines ou départager qu'est-ce qui appartient au syndrome Tourette, puis qu'est-ce qui appartient plus à l'anxiété, peut-être à un trouble d'opposition, à un TDAH. Mm-hmm. Je pense que c'est là, dans le fond, où notre rôle, puis mon rôle en particulier, est peut-être le plus bénéfique. Mais sinon, moi, je pense des fois après 3-4 mois de rendez-vous assez soutenus, souvent l'enfant est capable de bien fonctionner, puis nous, on reste disponible pour répondre aux besoins des intervenants scolaires ou des parents. Merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir.